Quand on pense aux superpuissances de l'Antiquité, on a tout de suite en tête les majestueuses légions romaines ou les immenses dynasties chinoises, n'est-ce pas? On imagine toujours une domination totale. Mais posez-vous la question. Qui a vraiment réussi à stopper l'Empire romain dans son expansion vers l'Est? Qui a pu tracer une ligne rouge dans le sable que même les plus grands généraux de Rome n'ont jamais réussi à franchir? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait, en plein cœur de l'Asie, un véritable empire de l'ombre. Une superpuissance orientale qui a tenu tête à Rome avec une efficacité redoutable, et pourtant son nom reste encore aujourd'hui un mystère pour beaucoup d'entre nous. Alors plongeons directement dans le vif du sujet et décortiquons l'histoire absolument épique de l'Empire parthe. Pendant près de 5 siècles, de 247 avant notre ère jusqu'à 224 après, ce géant a dominé un territoire immense allant de l'Euphrate jusqu'à l'Indus. Les Parthes, ce n'étaient pas juste des figurants sur la carte de l'Antiquité, c'était de véritables maîtres du jeu qui ont carrément redéfini les règles de la guerre, du commerce et de la diplomatie à l'échelle mondiale. Allez, on va structurer un peu tout ça. D'abord, on va voir leurs origines et la fondation de l'Empire. Ensuite, leur expansion fulgurante, l'inévitable affrontement avec Rome, et on fera un zoom sur leur société, leur culture et leur armée. Pour finir, bien sûr, on analysera le déclin et la chute de cette dynastie fascinante. Commençons tout de suite par la première partie, les origines et la fondation. Franchement, ce qui rend leur histoire incroyable, c'est à quel point ils partent de loin. À la base, on a la tribu des Parnes. C'est un petit groupe nomade des steppes d'Asie centrale qui traîne du côté de la mer Caspienne. Et ils vont avoir un timing absolument parfait. Ils profitent du chaos dans l'Empire séleucide pour se faire une place. En 247 avant Jésus-Christ, un certain Arsas Ier prend la tête de la tribu. À peine quelques années plus tard, en 238, bam, ils s'emparent de la province de Parthie et c'est de là qu'ils tirent leur nom. Les Séleucides essayent bien de répliquer vers 211, mais ils finissent par lâcher l'affaire face à eux. L'apogée de cette première phase arrive en 141 avant notre ère, quand Mithridate Ier met carrément la main sur la Mésopotamie. En gros, en un petit siècle, on passe d'une tribu nomade à cheval à un royaume colossal qui contrôle les villes les plus riches du monde. C'est quand même pas mal. Ce qui nous amène logiquement à la suite, l'expansion de l'Empire. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette expansion géographique a placé les Parthes exactement là où il fallait, en plein carrefour des échanges mondiaux. En contrôlant le territoire entre l'Iran et Babylone, et surtout la fameuse route de la soie, ils taxaient absolument tout ce qui passait. D'un côté, on a Rome qui s'arrache la soie, les perles, les épices. De l'autre, la Chine qui importe des parfums, des animaux exotiques et surtout les célèbres chevaux parthes. En devenant le péage obligatoire entre ces deux mondes, l'Empire a amassé des fortunes hallucinantes. Et c'est cet argent qui a littéralement financé leur statut de superpuissance. Et forcément, avec une telle puissance économique et territoriale, on arrive à notre troisième point, l'affrontement avec Rome. Bah oui, accumuler autant de richesses, ça finit toujours par attirer les regards. À l'ouest, la machine de guerre romaine écrase tout sur son passage. L'Euphrate devient la frontière de la tension absolue entre ces deux titans. L'étincelle se produit en 53 avant notre ère. C'est la légendaire bataille de Carès. Le général romain Crassus débarque en Mésopotamie avec 40 000 fantassins bien lourds. Il pense vraiment que ça va être une balade de santé. En face, le général parthe Suréna n'a que 10 000 cavaliers. Sur le papier, il n'y a pas photo. Crassus est persuadé de ne faire qu'une bouchée de l'armée parthe. Sauf que ça va être un bain de sang monumental, mais pas dans le sens prévu. C'est l'un des pires fiascos militaires de toute l'histoire de Rome. La fameuse infanterie romaine s'est fait complètement balader par la mobilité des Parthes, par leur redoutable arc à poulies, et par une logistique de génie. Imaginez, les Parthes avaient ramené 1 millier de chameaux chargés uniquement de flèches de rechange, une pluie continue. Cette défaite fracassante a gravé dans le marbre une réalité que Rome ne pouvait plus ignorer. L'Empire parthe jouait exactement dans la même cour qu'eux. Et pour bien mesurer le traumatisme psychologique à Rome, il faut s'imaginer la honte absolue d'avoir perdu leurs fameux aigles de guerre, les insignes des légions. Ça les a hantés pendant des décennies, à tel point que bien plus tard, quand l'empereur Auguste réussit à négocier diplomatiquement le retour de ses drapeaux, il lance une campagne de propagande totalement démesurée pour célébrer ça, comme si c'était la plus grande victoire militaire du siècle. Il a même fait sculpter la scène sur l'armure de ses propres statues. Passons maintenant au fonctionnement interne de cet empire avec notre quatrième partie, société, culture et armée. Bon, pour comprendre comment ils ont pu humilier Rome à ce point, on doit faire une pause sur leur génie tactique. Prenez le fameux tir parthe. Imaginez un peu la scène sur le champ de bataille. Des cavaliers qui font semblant de paniquer et de battre en retraite. Forcément, ça pousse l'ennemi à casser sa formation pour les courser. Et là d'un coup, en plein galop, les cavaliers parthes pivotent à 180 degrés sur leur selle et lâchent une pluie de flèches en pleine tête de leurs poursuivants. C'était vicieux, c'était brillant, et ça résume parfaitement leur style. Insaisissable et toujours mortel quand on s'y attend le moins. Toute leur machine de guerre reposait sur un duo absolument cauchemardesque pour l'ennemi. D'un côté,
la cavalerie légère. Des citoyens ordinaires sur des chevaux super agiles, maîtres du tir-part qui harcelaient et rendaient les troupes adverses folles. Et puis, de l'autre côté, l'enclume, les cataphractaires. Ça, c'est l'élite. Des aristocrates sur d'immenses chevaux, blindés de la tête aux pieds, montures comprises, sous des écailles de métal. Une fois que la cavalerie légère avait bien désorganisé les lignes, ces véritables chars d'assaut de l'Antiquité fonçaient dans le tas avec de lourdes lances pour donner le coup de grâce. Radical. Politiquement parlant, c'est tout aussi fascinant. L'Empire n'était pas du tout un bloc rigide, mais plutôt une monarchie féodale hyper décentralisée. Tout en haut, on avait le roi des rois, mais en réalité, le pouvoir s'appuyait sur de puissants clans nobles, comme la maison Suresnes ou la maison Karen, et tout un tas de petits royaumes vassaux semi-autonomes. D'ailleurs, ils n'avaient même pas d'armée permanente, on levait les troupes seulement quand ça chauffait. Cette flexibilité, c'était parfait pour gérer un territoire aussi gigantesque. Mais le revers de la médaille, c'est que ça a ouvert la porte à des guerres civiles absolument destructrices par la suite. Mais là où ils étaient vraiment en avance sur leur temps, c'est dans leur façon de gérer la diversité. Comment on garde unifié un empire bourré de Grecs, de Perses, de Babyloniens et de Juifs? Eh bien, par un syncrétisme religieux très intelligent. Au lieu d'imposer un seul panthéon à tout le monde, ils mélangeaient tout. Le grand Zeus des Grecs était souvent identifié au dieu suprême perse Ahura Mazda. Hadès devenait Angra Mainyu et Apollon fusionnait avec Mitra. En clair, c'était une souplesse culturelle incroyable qui a permis de maintenir une sacrée cohésion sociale pendant des siècles. Alors attention, cette passion pour la culture grecque pouvait aussi prendre des tournures, disons, très sombres. Les rois parthes se disaient philhellènes, donc de grands amateurs de théâtre grec. La légende raconte qu'après la bataille de Carès, dont on parlait tout à l'heure, la tête tranchée de Crassus a été livrée au roi parthe Orodès II. Il était justement en train d'assister à la pièce Les Bacchantes d'Euripide. Et le metteur en scène a littéralement utilisé la vraie tête du général romain comme accessoire sur scène. C'est morbide, oui, mais ça montre bien le paradoxe parthe. Un amour inconditionnel pour les arts classiques, combiné à une sauvagerie militaire totalement impitoyable. Ce qui nous amène tout doucement au dernier acte, le déclin et la chute. Vous le savez, les empires les plus puissants ne s'effondrent jamais du jour au lendemain. C'est presque toujours une spirale infernale de problèmes qui s'accumulent. Pour les Parthes, ça a été la succession de 4 gros désastres. D'abord, Rome qui ne lâche pas l'affaire avec des invasions à répétition de la Mésopotamie, ravageant leur capitale. Ensuite, des épidémies cauchemardesques, comme la peste antonine, qui déciment littéralement la population. Troisième point, le retour de bâton de leur fameuse décentralisation, de constantes guerres civiles pour le trône qui épuisent leurs ressources. Et le coup de grâce, une rébellion massive de l'intérieur, menée par la dynastie montante des Sassanides. Pris en tenaille entre la pression externe et la pourriture interne, l'empire s'est lentement vidé de son sang. Et la chute finale a été d'une rapidité saisissante. En 212, Artaban V se rebelle. Même en plein naufrage, les Parthes ont encore du mordant. En 217, ils arrivent quand même à forcer Rome à payer un tribut délirant de 200 millions de deniers pour la paix. C'est fou quand on y pense. Mais c'était le chant du cygne. En 224, le leader sassanide Ardashir Ier bat et tue Artaban V. Et finalement, en 228, on frappe les toutes dernières pièces de monnaie parthe. Le rideau tombe. Après 500 ans de règne, la dynastie arsacide s'éteint pour de bon. Ce qui nous laisse avec une immense ironie, peut-être la plus grande tragédie de cette histoire. Comment un empire vieux d'un demi-millénaire, d'une richesse inouïe, qui a dominé l'Asie et humilié les légions romaines, a-t-il pu laisser si peu de traces écrites de sa propre voix? Aujourd'hui, quasiment tout ce qu'on sait sur eux nous vient de leurs pires ennemis, les Romains, ou de leurs lointains partenaires commerciaux en Chine. Leurs arts, leurs villes, leurs points de vue, tout a été dévoré par les sables du temps. Ça laisse vraiment songeur, non? Combien d'autres civilisations brillantes qui ont façonné notre monde ont vu leur véritable histoire totalement effacée, ou réécrite par ceux-là même qui les combattaient? Voilà une question qui, je l'espère, continuera de vous fasciner bien après la fin de cette exploration.